Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Préfet, que je salue, Mesdames et Messieurs. D'abord, merci, Monsieur le Président, pour votre accueil. Nous nous sommes parlé au téléphone il y a quelques semaines. J'avais pris l'engagement de venir physiquement et je suis évidemment très heureux de vous retrouver ici en présentiel, comme on dit dorénavant. C'est toujours mieux et ça me permet d'avoir en tout cas de vous adresser quelques messages. Vous avez dit, Monsieur le Président, que le transport routier est stratégique, et vous avez tout à fait raison. J'irai même plus loin, il est stratégique et incontournable. J'en veux pour preuve que 85% des marchandises transportées par la route parcourent moins de 300 km. C'est bien là la démonstration de sa zone de pertinence et de son caractère irremplaçable. Et alors que certains veulent opposer les modes, la réalité, et chacun le sait ici, le vit ici, c'est que les modes de transport sont complémentaires, et vous en faites la preuve. La réalité, d'ailleurs, c'est que sur la majorité de votre activité, de vos marchés, vous n'avez aucun concurrent. Vous êtes les seuls à pouvoir faire ce que vous faites, les seuls à disposer d'un tel maillage, les seuls à pouvoir assurer le premier et le dernier kilomètre, comme on dit dorénavant. Je parle là, bien sûr, du transport routier de marchandises, mais aussi du transport routier de voyageurs, pour lequel vous avez des atouts incomparables, atouts que vous avez bien voulu rappeler, Monsieur le Président. Alors je sais que les derniers mois n'ont pas été faciles, ils ne l'ont été pour personne, mais ils l'ont été singulièrement difficiles pour vous. Vous avez en effet subi la crise de plein fouet, vos entreprises ont été parmi les plus durement frappées, et la situation reste difficile, j'en ai évidemment bien conscience. Et malgré tout cela, malgré toutes ces difficultés, vous avez tenu, le pays a tenu. Et nous avons tenu collectivement parce que nous nous sommes mobilisés collectivement. Cette mobilisation, c'est d'abord la vôtre, la mobilisation des conducteurs, de vos entreprises, de vos salariés, la mobilisation en somme de toute la profession. Et je veux ici solennellement vous remercier car vous avez fait preuve tout au long de cette crise qui s'est engagée, dont certainement nous avons passé le moment le plus aigu, mais qui pour partie continue, vous avez fait preuve d'un engagement tout à fait exemplaire. Et à chaque étape, vous étiez là pour maintenir une activité, pour assurer les déplacements, dans le respect des mesures sanitaires. Chacun se souvient ici de nos échanges quasi quotidiens pour mettre en place un protocole sanitaire stable et adapté, pour bien sûr faire en sorte que les conditions de travail, notamment des conducteurs, se fassent dans le respect de la dignité et dans un confort satisfaisant, disons-le comme ça. Alors on parle beaucoup de transport de voyageurs, on parle du transport routier de marchandises, et ils sont évidemment essentiels, mais je ne veux pas oublier le transport sanitaire, que l'OTRE représente aussi. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui le font vivre au quotidien, et c'est grâce à eux, et singulièrement pendant ce moment de crise, en tout cas dans ces premiers jours, que les patients, grâce à leur mobilisation, ont pu bénéficier d'une prise en charge de très haute qualité. Et je veux vous le dire ici, mesdames et messieurs, vous faites l'honneur de notre pays, l'honneur de la France. La mobilisation, c'est aussi celle de l'État. Dès le premier jour, nous avons répondu présent pour protéger les entreprises, pour protéger les salariés et les conducteurs durement exposés, pour veiller aussi au respect des règles de la concurrence. Et vous y avez fait référence, Monsieur le Président. Sur ce sujet, les services de contrôle des DREAL se sont démenés, je crois pouvoir le dire sous le contrôle attentif de Monsieur le Préfet. Sur nos instructions, les contrôles en bord de route ont été renforcés en ciblant le cabotage systématique, le non-respect des règles sur les temps de repos et sur les temps de conduite et les fraudes de détachement. Et je crois pouvoir dire que cela a porté ses fruits sur le plan du résultat. Alors l'État, la puissance publique au sens large, a été là et nous continuerons d'être là. Nous avons maintenu les dispositifs de soutien en les adaptant progressivement à l'évolution de la situation. Et je crois savoir que le ministre chargé des PME, Alain Griset, aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes au gré d'une table ronde. Le dispositif d'activité partielle dérogatoire était prévu jusqu'au 31 octobre, vous le savez. Nous l'avons prolongé jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31 décembre, et le décret vient d'être publié, je crois d'ailleurs, ce matin. Par ailleurs, les heures supplémentaires seront pérennisées en 2022 pour le calcul de l'activité partielle. C'est là aussi acté dans le budget 2022, et je le dis sous l'œil vigilant des parlementaires. Alors maintenant que le pire, en quelque sorte, est derrière nous, il nous faut construire l'avenir.
Et cet avenir, nous pouvons le construire certainement avec 3 mots d'ordre, 3 urgences, 3 priorités. Décarboner, fédérer et recruter. La première priorité, c'est bien sûr de décarboner le transport routier, et je crois pouvoir dire que les entreprises que nous avons vues à l'entrée du salon, du congrès, je pense à Volta Zero et à Renault Trucks, nous donnent beaucoup d'enthousiasme sur ce très grand dynamisme que nous pouvons voir à l'œuvre partout dans le territoire et partout en Europe. Décarboner, c'est bien sûr l'intérêt de la planète, mais c'est aussi notre intérêt à tous de nous désengager à moyen terme des énergies fossiles, car nous ne les produisons pas. Nous subissons les fluctuations du prix du pétrole, et tant que nous n'aurons pas converti les flottes, le problème du coût des carburants reviendra année après année. Alors je sais que vous faites beaucoup d'efforts en la matière, je connais bien le dispositif Objectif CO2 qui porte ses fruits, mais nous devons collectivement faire plus et plus vite. Pour vous accompagner, nous avons d'ores et déjà mis en place plusieurs dispositifs. Le gel du niveau de taxation du gaz naturel, vous le savez, depuis plusieurs années. Le suramortissement, que nous avons prolongé jusqu'en 2030. Et concernant le bonus poids lourd, j'ai bien conscience et j'ai pu constater qu'il n'était pas tout à fait adapté. Je crois qu'au premier trimestre dernier, nous avons eu une demande, ce qui, reconnaissons-le, n'est pas caractéristique d'un enthousiasme tout à fait majeur. Et donc, je suis tout à fait favorable pour le faire évoluer. Nous travaillons actuellement sur plusieurs pistes. Et ce qui est sûr, c'est que nous le définirons par rapport à l'offre qui existera maintenant et à l'avenir, par rapport au surcoût de chaque technologie. Nous l'avons dit, si nous faisons la photo aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est un surcoût qui oscille entre une fois et 3 fois les technologies fossiles. Et bien sûr, nous ne perdrons pas de vue les éventuelles contraintes à l'usage. Alors l'offre n'est pas encore là, mais j'insiste bien sur le pas encore. Je me rappelle très bien des discussions que nous avions sur l'industrie automobile et sur la révolution du véhicule électrique léger il y a quelques années. Et certainement que nous sommes à ce moment-là de l'histoire, à ce point d'inflexion où l'offre française et européenne commence à se construire. En tout cas, nous y travaillons ardemment avec les constructeurs, les transporteurs, les énergéticiens, bref, toute la filière. Et c'est le sens de la task force que j'ai mise en place il y a maintenant quelques mois et qui doit nous permettre de définir les trajectoires partagées de verdissement des flottes. Et je dis bien trajectoire, car une transition, cette transition, comme son nom l'indique, n'a pas vocation à être brutale, mais progressive. Et je veux vraiment, Monsieur le Président, remercier encore une fois l'OTRE d'y prendre sa part, d'y prendre toute sa part, de jouer collectif. Je sais que vous avez à cœur que nos travaux aboutissent dans les meilleurs délais. L'urgence pour vous et pour nous, c'est la décarbonation des trajets courts pour les poids lourds. Vous avez rappelé quelques-unes de vos inquiétudes légitimes. Et sachez que cette task force nous permettra de mettre en place un plan de soutien à l'électrification des poids lourds que nous détaillerons prochainement et qui, je crois, sera tout à fait adapté aux besoins de la filière. À court terme, j'entends aussi ce que vous dites sur les délais de paiement. J'aurais ici une phrase de bon sens. Il y a une loi. Cette loi, elle doit être appliquée. Il y a des délais de paiement. Ils doivent être respectés. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez compter sur moi, sur nous, sur le gouvernement, sur les services de la DGCCRF que vous avez cités pour être vigilants et faire leur travail. S'agissant des transports de voyageurs, je vous invite également à poursuivre les discussions, mais je sais qu'elles sont engagées avec les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Je le dis très simplement aussi ici, au jeu du moins-disant social et financier, personne n'a quoi que ce soit à y gagner. Je crois que chacun est bien conscient de l'enjeu. Voilà pour, en quelque sorte, les enjeux de la transition énergétique. Et pour rendre cette transition énergétique possible, il nous faut fédérer. Fédérer, c'est donc notre deuxième priorité. Car si nous voulons la décarbonation, si nous la voulons vraiment, nous devons la penser au niveau européen. Parce que sinon, nous savons très bien ce qui va se passer, au regard notamment de l'histoire. Il va se mettre en place une concurrence déloyale au sein du marché commun qui va nous affaiblir, nous, Français. Et très franchement, pour l'avoir déjà vécu, je sais que vous l'avez encore plus vécu que moi par définition, nous n'avons certainement pas besoin de ça à ce moment de l'histoire. Alors je vous le dis clairement, il n'est pas question que la transition se fasse au détriment de nos entreprises, au détriment du pavillon national. Et j'y veillerai personnellement, j'y veillerai dans les discussions autour du paquet Fit for 55 présenté par la Commission le 14 juillet dernier.
J'y veillerai dans le cadre de l'évolution du dispositif fiscal du gazole professionnel pour le TRM, et la révision de la directive énergie doit nous y aider. Elle sera l'occasion pour nous de défendre une convergence de la fiscalité sur les carburants au niveau européen et le maintien d'un régime spécifique de taxation pour votre secteur. Et ce n'est qu'à partir des perspectives de convergence fiscale et des travaux de la task force que j'ai citée que nous pourrons engager une trajectoire ou préciser une trajectoire de suppression. Je suis convaincu, mesdames et messieurs, que nous pouvons y parvenir, que ce n'est pas irréaliste. Et j'en veux pour preuve les avancées du paquet mobilité, réelles, tangibles. Avec ce paquet, nous avons fait des progrès en matière de cabotage, de lutte contre le cabotage systématique, de protection sociale, avec le retour à la base du conducteur. On fait des progrès et des avancées majeures sur le détachement des travailleurs, sur les outils de contrôle ou sur le retour du véhicule. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans mes différents déplacements européens, la France est engagée aux côtés du Conseil et du Parlement avec les autres pays de l'Alliance du routier pour protéger ce compromis qui est un bon compromis. Nous l'avons défendu, nous l'avons obtenu et nous allons maintenant nous appliquer à le faire vivre et à le faire vivre dans les meilleures conditions. Alors pour qu'il y ait un avenir, il faut que le secteur pollue moins, nous l'avons dit, nous l'avons évoqué, et il faut aussi qu'il arrive à davantage recruter. Et c'est là la troisième priorité. La pénurie de conducteurs n'est pas un sujet nouveau, on a eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises, mais c'est vrai qu'il s'est accentué ici en France et singulièrement dans d'autres pays proches avec la reprise. Et je ne suis certainement pas là pour le relativiser. Simplement, nous avons une chance, c'est que ce secteur est un vivier d'emploi pour les jeunes comme pour les moins jeunes, pour les femmes comme pour les hommes, pour ceux qui ont de l'expérience et ceux qui en ont moins, pour ceux qui veulent changer parfois de trajectoire et de secteur, pour ceux qui recherchent un emploi à temps plein ou à temps partiel. Alors il faut d'abord le faire savoir, et parler hier à mon équipe, nous prendrons notre part, bien sûr. Et puis il faut rendre le métier de conducteur et de conductrice plus attractif. C'est le rôle de la branche. Je sais que les discussions ont déjà démarré, notamment sur les conditions salariales. Je sais que certaines entreprises font des efforts, certaines ont moins de facultés à les faire. Il ne doit pas y avoir de tabou sur le sujet et les discussions doivent se poursuivre, mais je sais qu'elles sont très largement engagées à l'échelle de la branche. Mais l'attractivité, je le dis aussi, ne dépend pas que de la rémunération. Elle dépend aussi de l'âge d'accès à la profession. En l'occurrence, nous l'avons abaissé, c'était une demande forte du secteur, avec l'accès au permis D dès 18 ans. L'arrêté qui précise les mesures d'accompagnement pour le transport scolaire est d'ailleurs en cours de finalisation. Je sais que vous l'attendez, il sera bientôt publié. L'attractivité dépend aussi des délais de délivrance des permis. Nous les avons fortement réduits. Maintenant, ce qu'il faut réduire, c'est le délai de la mise en emploi. J'ai lu avec attention le rapport de la mission Dole qui a travaillé sur le sujet et qui est un sujet avant tout opérationnel. Je veux que, là aussi, sur ce sujet, nous avancions très vite. C'est tout à fait essentiel. Qui dit recrutement dit aussi formation. C'est pourquoi le président de la République vient d'annoncer un contrat engagement jeune qui permettra dès le 1er mars, contre une formation de 15 à 20 heures par semaine, d'obtenir pour les jeunes de moins de 25 ans sans emploi ni formation une indemnité de 500 € par mois. Je vous invite évidemment à vous saisir de ce dispositif. Ce seront pas moins de 400 000 jeunes qui seront concernés. Et pour eux, je le disais, c'est 15 à 20 heures de formation hebdomadaire qui permettront de découvrir un métier, de se former, de trouver un apprentissage et un emploi. Et bien sûr, cela renvoie au plan d'investissement d'1,4 milliard dans les compétences que ce gouvernement met en œuvre avec l'objectif très fort de former 1,4 million de demandeurs d'emploi dès 2022. En outre, et vous le savez, des démarches locales sont engagées et je les salue. Je pense notamment au groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et sincèrement, pour en suivre les effets, notamment dans le Limousin, je peux voir à quel point ça permet de fidéliser ceux qui parfois d'abord sont en recherche d'emploi, qui ont souvent des parcours de vie assez fragiles et qui trouvent non seulement un emploi, mais bien plus dans ces activités, ces beaux métiers du transport et de la logistique. Alors toute formation a un coût, en particulier dans vos métiers. Le gouvernement fait donc le choix de maintenir les ressources de l'AFT dans leur format actuel, en conservant la taxe qui lui est versée.
C'est une spécificité que nous avons toujours défendue et que nous continuerons de défendre. Notre mission collective à ce moment de l'histoire, c'est bien sûr de favoriser à tout prix le recrutement des personnels. Mesdames et messieurs, pour aller à l'essentiel et pour conclure mon propos, je voulais vous dire qu'ensemble, nous avons certainement sauvé le secteur d'une pandémie et je suis convaincu que nous saurons le sauver ensemble d'une pénurie. S'il faut rendre le métier plus attractif, s'il nous faut rendre l'activité plus vertueuse sur le plan environnemental, alors nous prendrons notre part. Nous serons là pour vous aider à recruter, pour vous aider à convertir vos flottes de véhicules, pour changer ce qui doit l'être, pour maintenir ce qui doit être et pour, bien sûr, renforcer ce qui doit l'être. Nous serons là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner. Même au plus fort de la crise, vous n'avez jamais cessé de rouler. Nous vous devons bien cela. Je vous remercie.